Allez les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle toujours de pathologie du bâtiment, d'expertise. Cette vidéo, elle concerne les micro-fissurations sur une maison neuve. Elle ne concerne pas nécessairement les chargés d'affaires pour le coup. Elle va concerner d'ailleurs pas les maîtreurs non plus. Elle va concerner plus particulièrement les experts d'une part, ça c'est évident, mais aussi les conducteurs de travaux, et vous verrez pourquoi je vous dis ça, parce qu'il y a de nombreuses pathologies de fissuration et de micro-fissuration sur les maisons neuves qu'on pourrait en fait éviter tout simplement au moment de la conduite de travaux. Voilà, je vous remercie de suivre la chaîne. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce que j'ai l'ordinateur sur les genoux et il fait 38 degrés. On attaque avec cette histoire de micro-fissuration. Alors, déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est que la micro-fissuration sur les enduits de façade, évidemment, n'est pas une source d'indemnisation. C'est-à-dire, on ne peut pas, en fait, opposer à l'expert ou lors d'une DO, on sera en général dans le cadre de la dommage ouvrage, on ne peut pas opposer la microfissuration comme élément de malfaçon ou de désordre. D'accord, la microfissuration, pour vous rassurer, c'est quelque chose de tout à fait courant. En fait, ça apparaît très souvent dans la plupart des constructions neuves, dans beaucoup de constructions neuves, mais il y a une telle foultitude de causes possibles à la survenue de la microfissuration que je vais d'ailleurs, je pense, faire ce dossier en plusieurs petites vidéos. On pourrait en écrire un livre sur la micro-fissuration si on en avait le courage, déjà d'une part, si j'en avais le courage, ce qui est loin, loin d'être le cas. Donc plutôt que de réciter du texte pendant des heures et des heures, ce que je vais faire, je vais vous mettre des petites vidéos que j'ai prises moi sur les différents chantiers pour mettre le doigt sur les problématiques de pathologie liées à la micro-fissuration qu'on peut déjà dans un premier temps éviter. Ça sera le sujet de cet épisode. Mais dans les autres épisodes, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, notamment sur les mouvements structurels qui génèrent de petites fissures qui peuvent pas nécessairement se prévoir à l'avance, mais qu'il faut connaître. Je pense notamment aux poutres retroussées, les fameuses PSS retroussées quand on fait des planchers intermédiaires en précontraint, qui sont plus rares, mais il peut y avoir des problèmes, et notamment au retrait et gonflement des structures d'ossature et de charpente, notamment des solivages ou des poutraisons ou des pannes en bois, notamment lorsqu'elles sont plus ou moins humides. Hein. Donc le bois, vous le savez, je l'ai déjà suffisamment dit, rien ne l'arrête. Et il n'est pas rare de voir qu'un bois qui, pour X raisons, reprend de l'humidité, va appuyer sur son empochement maçonné et créer de la fissuration. Alors ça sera le cas par exemple pour les petits auvents extérieurs. Aujourd'hui, là, on va se focaliser sur la micro-fissuration des structures et notamment des structures neuves sur les enduits de façade. Et la première des choses que je voulais mettre en exergue, parce que j'ai remarqué que encore aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est il y a 10 jours hein, à peine, je vois qu'on continue à préconiser la mixité des matériaux. Alors on ne préconise pas nécessairement la mixité des matériaux, d'ailleurs ce n'est pas interdit du tout, c'est-à-dire d'avoir par exemple une partie en linteau béton coulé, coffré, vibré, et le reste de la structure ou de la maison ou du logement ou du bâtiment en briques. Moi je continue à penser qu'il ne faut pas. Voilà. Nos industriels se décarcassent la tête pour faire des linteaux, des pré-linteaux, des linteaux, des coffres, des briques de calpinage. Enfin, là, on utilisera surtout des briques de coffrage, mais vous allez voir que je vais revenir sur la brique de calpinage en briques. D'accord. Je ne comprends pas, c'est quoi votre problème, les gars? C'est quoi votre difficulté techniquement, si ce n'est un problème de coût, et là j'arriverai à le comprendre, mais c'est quoi techniquement votre problématique quand vous êtes sur une maison qui est 100% briques, d'aller rajouter des blocs de coffrage ou des coffres titans avec un parement en briques ou ou des blocs de coffrage en briques. Je suis désolé les amis, je reste perplexe là-dessus et on verra les photos. Alors vous l'avez compris, la première cause d'apparition de microfissuration, bien souvent, ça va être au droit des fenêtres, au droit des ouvertures, au droit des baies, au droit des portes. Et la raison est simple, c'est que dès lors qu'il y a mixité de matériaux, il va y avoir un différentiel de mouvement des matériaux en fonction, bien évidemment, aujourd'hui on peut en parler, je crois que je transpire, il va y avoir un problème de
euh, mouvement différentiel des matériaux en fonction de leur capacité à absorber la chaleur. Donc il est évident que la brique ne va pas travailler de la même manière qu'un linteau béton coulé, quoi. On imagine bien qu'il va y avoir des différences, un delta de température, et ce delta de température, lorsqu'il va y avoir un fort ensoleillement, va impacter le matériau qui se trouve sous le corps d'enduit de façade. Et si ces matériaux qui se trouvent sous le corps d'enduit de façade ne travaillent pas de la même manière face à leur capacité d'échauffement, il est évident que ça laissera apparaître des micro-fissurations, quand bien même on aurait tramé correctement le pourtour, l'ensemble de l'ouverture. Cette problématique-là qu'on va retrouver au droit donc des fenêtres, des portes-fenêtres, peu importe, des baies coulissantes, on va également retrouver le même phénomène. Vous avez vu ça, comme je transpire, c'est dingue. On va retrouver exactement le même phénomène, évidemment, au droit des ceintures du bâtiment. Alors, la ceinture principale, c'est celle qui va évidemment séparer, par exemple, le rez-de-chaussée de l'étage. Et une ceinture secondaire qui est très importante, mais qu'on voit moins, c'est la ceinture qui va ceinturer le couronnement avant la pose de la fermette ou de la charpente, en partie haute du dernier étage, donc soit du rez-de-chaussée, soit de l'étage s'il y a un étage. Là, c'est pareil. Donc, lorsqu'on est sur des matériaux agglo, on va avoir tendance à utiliser des planelles en agglo. C'est d'une logique mais déconcertante. Les planelles, si vous ne savez pas ce que c'est, les planelles, ce sont des petits blocs béton ou blocs briques qui sont très fins, qui vont faire 5 cm en moyenne, de large, hein, je parle, hein, et qui ont une hauteur réglable et qui permettent de coffrer avant coulage. Voilà. Mais ce qui veut dire que en fait, la périphérie de l'ouvrage au nu extérieur avant l'enduit est de même nature que tout le reste de l'appareillage. Donc si vous avez, et là encore une fois, je vous montrerai les photos, une maison brique, eh ben, mettez des planelles briques, les gars. Et si vous avez une maison agglo, mettez des planelles agglo. Bon, en général, quand on a une maison agglo, on met des planelles agglo, quoi qu'il arrive. Mais c'est toujours préférable à de la planche de coffrage. Hein. Il vaut mieux avoir un parement bloc béton qui est légèrement aéré quand même. Donc là, je parle des planelles en agglo, plutôt qu'avoir un nu de coffrage une fois décoffré qui soit en béton plein et qui de toute manière ne réagira pas de la même manière que l'agglo lui-même. Dans tous les cas de figure, agglo sur béton, c'est toujours meilleur que brique sur béton. Hein. Parce que là, on a un différentiel qui est véritablement important. Donc la dernière chose, effectivement, c'est pareil au niveau de la ceinture du haut du bâtiment. Donc ça, si vous avez déjà aujourd'hui une problématique de micro-fissuration sur une maison neuve, déjà tout de suite, là, immédiatement, vous posez la question qui concerne la mixité des matériaux. S'il n'y a pas de mixité des matériaux, il faudra aller chercher ailleurs. Si vous posez la question de savoir comment savoir s'il y a mixité des matériaux, vous le demandez à votre assuré, les gars, vous demandez à votre client. Là, on parle de maison neuve, donc on est dans le cadre de l'ADO. Je pense qu'il il serait quand même assez extraordinaire qu'on ait un client qui n'ait pas pris des photos de sa maison en cours de construction. Donc, en général, les jeunes couples ou les moins jeunes qui font construire une maison prennent des photos au fur et à mesure. Et donc, vous verrez systématiquement, effectivement, si ces éléments-là ont été utilisés ou au contraire, si on a fait du béton sur de la brique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une des causes de fissuration qui peut intervenir au droit des fenêtres, au droit des linteaux, mais qui peut aussi intervenir au droit de la ceinture du bâtiment. Donc, les 15-20 cm qui vont diviser les étages et la sablière. Alors, il y a un autre phénomène qui rentre en ligne de compte lorsqu'on parle de fissuration. Donc, ces fissures-là, tout le monde les connaît, on les connaît très très bien. Elles ont des petits noms, elles ont des petits sobriquets qu'on adore utiliser et qui sont très parlants. C'est la fissuration en moustache qui apparaît au droit des appuis de fenêtre. Et c'est la fissuration en sourcil, on va dire. Oh les gars, 38 degrés les gars. C'est la fissuration au droit des linteaux qu'on appelle la fissuration en sourcil. Au droit des linteaux, on a une problématique au niveau, alors qui peut être effectivement, comme je l'ai dit avant, mixité des matériaux, mais qui peut être aussi due au profilé, aux accessoires qu'on va rajouter lorsqu'on fait son enduit de façade, et je pense plus particulièrement aux profils en PVC d'angle, qui ont un très beau rendu, qui ont vraiment un très très beau rendu, mais qui peuvent être dans certains cas, toujours sur les pathologies qui sont sur les micro-fissures de maisons neuves. Donc on voit qu'ici on a les deux profilés en PVC qui se rejoignent sans qu'il y ait la place pour la dilatation des matériaux, donc ils se rejoignent vraiment
côte pour côte, hein, l'un contre l'autre. Donc ça peut potentiellement être une cause de pathologie sur la microfissuration qui va apparaître même sur un enduit neuf, pas nécessairement dans plusieurs années, mais très rapidement. Ça peut. Alors là, le travail est très bien exécuté on a un enduit gratté qui est vraiment de toute beauté. Et comme je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, on voit que l'enduiseur, le façadier, n'a pas mis le petit coup de langue de chat au droit, excusez-moi, au droit du lambris qui est en bois et de l'enduit. Donc le lambris, lui, va travailler, l'enduit ne travaillera pas, ça va créer des fissurations au droit de la passe de toit. Je ne l'espère pas, mais disons que si demain il y a une fissuration qui se crée sur des enduits neufs, à ce niveau-là, ce sera ni plus ni moins parce que on n'aura pas mis le petit coup de langue de chat, un tout petit coup de langue de chat un peu de partout, qui fait qu'on n'a pas nécessairement les insectes qui vont pouvoir rentrer, puisque c'est juste on rentre de quelques millimètres de profondeur dans l'enduit, mais ça permet de donner du jeu, de travail en fait. Donc là, c'est plutôt pas mal réalisé, mais si demain on a des micro-fissures, ça viendra très certainement de là. Voilà. Là, on voit qu'il y a un jour entre les deux baguettes d'angle, les deux profilés d'angle en PVC, un petit jour de 2-3 mm, bah ça c'est très bien. Ça c'est ce qu'il faut faire, même si c'est pas esthétique, je le répète. Même si ce n'est pas esthétique, c'est ce qu'il faut faire. Là, on n'a pas la problématique, puisque là, on vient sur une joue, une flasque en fait, de volet roulant. Donc la problématique se posera pas nécessairement. Par contre, effectivement, on risque d'avoir la problématique au droit des appuis de fenêtre. Encore que je pense que là, ce sont des appuis en pierre reconstituée qui travaillent beaucoup moins que les appuis en béton. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça ce sont. Alors là c'est très bien fait. Là, on voit qu'il ne va pas jusqu'à l'appui, son profilé ne va pas jusqu'à l'appui. Et ben ça, c'est pas une erreur du façadier. Au contraire, c'est même quelque chose de très bienveillant. Alors les clients peuvent mal le prendre en disant oui, mais regardez vos coupes, elles vont pas jusqu'au bout. Ben non, en fait, il a eu tout à fait raison. Et je trouve que là, il a plutôt pas mal travaillé. Donc je répète, ces appuis, on le voit ici, ils viennent littéralement s'encastrer dans les jambages en béton des angles. Donc il existe des appuis de fenêtre qui ne s'encastrent pas, donc qui viennent en surcote en définitive et qui se collent. Et moi je privilégie ce type d'appui de fenêtre parce que les appuis de fenêtre comme ceux-ci qui viennent prendre la partie de jambage en béton vont créer plusieurs pathologies. La première, c'est ce qu'on appelle la fissuration en moustache qui va venir ici, là, de part et d'autre de l'appui de fenêtre, qui est très 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 courante. Et on aura, bon là ça sera pas le cas, mais quand on a un linteau au droit des fenêtres, on a ce qu'on appelle la fissuration en sourcil. Voilà. Bon là c'est plutôt pas mal, donc on verra. Les enduits viennent d'être faits il y a quelques semaines, on verra. Et les appuis de fenêtre en béton qui, dans certains cas, peuvent être, même souvent d'ailleurs, être à la cause de la fissuration en moustache au droit des appuis de fenêtre. Donc là, on parle de deux typologies, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, de pathologies qui sont liées à la fissuration, à la micro-fissuration, excusez-moi, sur les ouvrages neufs, avant façade, enfin après façade. Donc, d'une part, lorsqu'on pose ces appuis de fenêtre, on a tous l'habitude. Alors là, moi, je parle pour le grand sud jusqu'à Lyon-Clermont. Après, au nord, vous me direz, les gars. Plus au nord, vous me direz ce que vous en pensez parce que j'ai pas non plus la connaissance universelle là. Mais nous, en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos évidements. Donc on va maçonner nos jambages, notre linteau. On va passer nos chaînages dans les blocs piliers qui seront de part et d'autre de la menuiserie, que ce soit une porte ou une fenêtre. On va couler les jambages. Une fois chaînés, et ensuite seulement, le maçon revient totalement à la fin pour faire ses appuis et ses seuils. Dites-moi, nous c'est comme ça qu'on fait sur 99% des constructions. Alors, une fois qu'il a coulé ces menuiseries, enfin les jambages de ces menuiseries, son tableau, en général il va venir et il va buriner au pied, au talon de la menuiserie, là où va se poser l'appui de fenêtre. Il va encastrer son appui de fenêtre, mais assez largement, on parle de 2 à 3 cm à l'intérieur du bloc de pilier coulé. Donc il va buriner, il va l'encastrer et ensuite il va venir façader par-dessus.
Donc ça, c'est une cause de fissuration en moustache. Tout simplement, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un corps d'enduit va travailler différemment qu'un appui de fenêtre, et notamment quand c'est un appui de fenêtre en béton. La contrainte phénoménale qui vient en effort sur la structure en béton que représente l'appui, que ce soit de la chaleur ou que ce soit tout simple. Parce que votre appui en béton, il, il a un mouvement différentiel, hein. Il bouge en fait, hein. Mais comme là, vous l'avez enclavé dans des ouïes dans le béton, et ensuite vous l'avez scellé, et ensuite vous êtes venu faire votre corps d'enduit véritablement au droit de l'appui, il n'est pas rare que ça fissure à cause du fait qu'on empêche le béton de travailler dans ses dimensions. Et du coup, qui va ramasser en définitive? C'est l'enduit, et l'enduit ne supportera pas. D'accord. Il y a une deuxième preuve. Tout ce que je vous dis là, je vais essayer de mettre des vidéos qui sont plus ou moins vieilles, hein, pour que vous compreniez, plus ou moins récentes. Ça se dit pas. Je suis vraiment fatigué, les gars. Au niveau des linteaux, au niveau de la naissance du linteau, donc ça peut être au droit du coffre Titan quand on a des volets roulants, mais ça peut être au-dessus du coffre Titan. On a exactement la même problématique. Et notamment, depuis quelques années, on se rend compte d'une chose. Alors là, je remercie Véran Paris de chez Parex Lanco, parce qu'on a eu une longue discussion à ce sujet, et je la remercie parce qu'elle a été véritablement professionnelle. Elle m'a donné des infos que je n'avais pas auparavant, donc aujourd'hui je vous les livre, hein. Il y a pas de, je ne souhaite pas endosser la paternité de cet élément-là, mais c'est bien que tout le monde le sache, notamment les experts et notamment les conducteurs de travaux. Lorsque vous posez vos profilés, lorsqu'on pose nos profilés en PVC, les arrêtiers qui vont donner cette limite du tableau parfaitement fine, propre, avec cette tranche en PVC qui va véritablement donner un niveau de finition très intéressant. Il ne faut pas que les jonctions se fassent en côte pour côte, c'est qu'elles se touchent. Il doit toujours y avoir un léger écartement qui sera comblé avec un joint silicone, par exemple, même avec l'enduit, ça marche. En fait, il ne faut pas que les deux parties se touchent, pour la bonne et simple raison que ces deux parties vont également travailler différemment. Et il n'est pas rare qu'en fait, la micro-fissure démarre à cette jonction. Donc là, pareil, je vous montrerai ça sur une vidéo que j'ai réalisée très rapidement, et vous verrez que ça, ce sont des erreurs. Alors, je comprends, là-dessus, je fais juste une pause, les gars. Bon, déjà, je fais une pause pour vous dire de vous abonner à ma chaîne. Ça serait super sympa, vous le savez, j'ai un super projet, j'ai un gros projet de créer une école du bâtiment qui sera spécialisée dans la structure et également dans l'après-sinistre, hein, mais dans le métrage, dans la structure, dans les constructions atypiques, dans le calcul de haut niveau. Alors, il y a quelque chose que j'arrive à comprendre et qui est humain. C'est que lorsque l'enduiseur, le façadier, l'applicateur, vous l'appelez comme vous voulez, finit son ouvrage, il est content de voir que tout est parfaitement coupé. On a un joli raccord au niveau des PVC et tout. Et que s'il laisse un écart, on va lui dire, mais attendez, vous n'avez pas fini, là, il vous manquait 2 mm, il vous manquait 3 mm, ou alors vous avez coupé n'importe comment. En fait, donc je comprends, parce qu'on va prendre ça pour un défaut esthétique et un manque d'application dans l'ouvrage. Mais en fait, c'est très exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand vous voyez deux baguettes, deux profilés en PVC qui viennent, donc il faut savoir que les profilés en PVC, c'est pas juste le profil en PVC, il y a une armature, un grillage en tôle derrière, hein. Donc lorsqu'ils sont légèrement écartés, ça ne veut pas dire qu'il a mal fait son boulot, ça veut dire qu'il a bien fait son boulot, en fait. Donc à la fois au niveau des jonctions au droit des linteaux, gauche et droite, mais à la fois au niveau des appuis de fenêtre. C'est-à-dire que si le profilé descend au droit de l'appui de fenêtre, il faut qu'il s'arrête 3-4 mm avant. Voilà. Et ensuite, on gorgera tout simplement pour assurer la continuité du corps d'étanchéité. Mais il ne faut pas que le profilé vienne en buter, hein, sur l'appui de fenêtre. Voilà, donc ça, c'est le deuxième élément dont je voulais vous parler, qui est un élément accessoire, encore une fois, qui n'est pas un élément opposable, on est bien d'accord, qui n'est pas non plus un élément catastrophique. Je veux dire, on peut très bien, ça y est, je vous regarde là, parce que je ne regarde plus l'ordinateur, on peut très bien en fait travailler sans. Simplement, donc les micro-fissurations, comme je le disais, sur les enduits de façade, notamment sur les bâtiments neufs, ne sont pas une catastrophe, hein. Ça arrive, c'est très courant, moi j'en vois partout. Vous verrez que la vidéo que j'ai réalisée un peu plus tôt, c'est une maison
maison qui a été finie il y a peut-être un mois au niveau des enduits, et vous verrez que très rapidement, on verra ce type de pathologie arriver. Alors, on a un troisième élément qui peut créer, qui est très récurrent en fait dans l'apparition de microfissures sur les maisons neuves, c'est lorsqu'on a des dépassés de toit. Alors pas en génoise, la génoise ne pose pas particulièrement de problème, mais surtout lorsqu'on a des dépassés de toit en bois de 30, 20, 30, 40 cm, soit à l'aplomb, soit à la pente. Et c'est encore une fois, c'est un défaut, c'est un biais. C'est un biais de vouloir bien faire, c'est un biais cognitif en fait. C'est-à-dire qu'on veut systématiquement que son enduit de façade soit proprement fini, notamment quand c'est du gratté, parce que quand c'est du talocher ou de l'écrasé, comme c'est assez irrégulier, bon, quelque part, on se pose un peu moins de questions, mais comme le gratté c'est très fin, c'est très propre, c'est très fini, on a envie que toute la finition soit parfaite, aussi bien dans les angles, aussi bien au droit des raccords des fenêtres, des menuiseries, des baies, mais aussi bien au niveau du raccord entre le mur à l'aplomb et sa passe de toit. Donc on veut finir propre jusqu'au lambris. En fait, il ne faut pas, et je l'avais expliqué ça dans une vidéo qui est un peu moins récente. En règle générale, quand on vient de finir son corps d'enduit, on a un laps de temps assez important, on va dire, pour pouvoir retravailler son enduit. Et moi, ce que je faisais, donc à une époque révolue, c'était de mettre un petit coup de langue de chat. Donc la langue de chat, vous le savez ou vous le savez pas, c'est une petite truelle ronde, enfin demi-ronde, on va dire, très petite, hein, c'est une truelle de Playmobil, qu'on va utiliser pour aller normalement faire des finitions, accéder à des endroits sur lesquels on ne peut pas accéder avec une truelle de maçon traditionnelle. Donc moi je mettais un petit coup de lame, un petit coup de langue de chat là, au droit du raccord entre la façade et la passe de toit. Il n'y a pas besoin de pénétrer complètement, il faut faire une petite cunette tout le long, propre. Elle va faire 3 mm d'épaisseur à peine, l'épaisseur de la lame de langue de chat, et on va rentrer de 3 mm à peine. Voilà, donc vous faites ça, et là vous n'aurez pas de fissuration, d'autant que ces fissurations-là, elles vont généralement non seulement créer des micro-fissurations, mais elles vont aussi créer des départs de grappes d'enduit, c'est-à-dire des petits morceaux d'enduit qui vont partir, je vais dire sous forme de desquamation, c'est pas le terme, mais et là qui seront plus problématiques. Alors les enduits de façade, surtout quand ce sont des enduits de façade neufs, les gars, notamment, ça se reprend assez bien. Il y a pas de, j'essaye pas de vous alarmer là. Donc voilà, c'était cette petite vidéo qui sera l'épisode 1, donc sur la problématique des fissurations, donc les reconnaître, savoir d'où elles viennent, savoir les anticiper. Et là je m'adresse aux conducteurs de travaux, d'accord, donc pas du tout aux experts, en connaître les causes, sur les constructions et les ouvrages neufs, et là je viens de vous donner déjà 3 causes. Dans ce premier épisode, j'arrête de faire des épisodes trop longs et je reviendrai sur les causes qui sont dues à des mouvements structurels et dimensionnels des structures, par exemple en bois ou en acier. J'ai pas noté, j'ai pas parlé des linteaux en acier, bon, ça se retrouve un peu moins dans le neuf, mais ça existe quand même, et notamment des structures en bois lorsqu'on va venir faire des ouvrages annexes aux bâtiments principaux, mais qui vont venir s'ancrer au bâtiment principal par le biais d'un étrier, par le biais d'un empochement maçonné. Et le bois, encore une fois, va avoir une vie tout au long de sa carrière, j'allais dire. Donc le bois vit, hein, et selon le type de bois qu'on va utiliser, selon le taux d'humidité du bois qu'on va utiliser, ou selon effectivement des éventuelles infiltrations au droit des solins, au droit des raccords entre différentes toitures, et peut-être de l'infiltration, même au goutte à goutte, va humidifier le bois va travailler, il va craquer, il va faire craquer les enduits. On verra le cas de la poutre de la PSS retroussée dans une prochaine vidéo. Je vous dis encore une fois, là c'est l'épisode 1. Et ensuite on verra les micro-fissures qui apparaissent à cause des problématiques plus d'application, quand est-ce qu'on les a appliquées, de qualité du produit. Donc est-ce qu'on n'avait pas un enduit qui traînait au fond d'une palette sur le camion, et parce que je vous dis ça parce que je l'ai fait, hein, voilà, d'aller vérifier quand même la date de péremption, parce que si les industriels mettent une date de péremption sur les produits, c'est pas pour rien, les gars, c'est pas juste parce qu'ils avaient envie de gaspiller de l'encre. Donc voilà, et dans quelles conditions climatiques on les a appliqués, donc ça on verra ça dans un prochain épisode. Les gars, vous êtes je regarde dans les yeux, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et à me lire. Alors la chose que je vous demande,
c'est simplement de vous abonner parce que c'est gratuit et moi ça donne de la visibilité à ma chaîne et j'ai besoin de cette visibilité pour derrière appuyer la légitimité de la création de mon école. Donc je vous demande ça comme un service. Si vous aimez ce que je vous dis, vous vous abonnez, vous likez, c'est totalement gratos. Je vous remercie, les petits pious, les petites libellules, je vous dis tchou, bon chantier à vous. Salut.